Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Club au menu. Ce soir, un menu très riche. D'abord, le ministre marocain de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi El Alami, qui affirme que le Maroc n'a jamais été candidat à l'organisation de la CAN 2019 et, deuxième info, qu'il n'allait pas déposer son dossier avant vendredi pour abriter cette compétition, tout cela après que la CAF l'ait bien sûr retirée au Cameroun. Sachez également que la finale de la Supercoupe d'Afrique, ça concerne aussi la CAF. Plein d'infos au sujet de la CAF. Entre l'Espérance de Tunis et le Raja de Casablanca, initialement et traditionnellement prévu chez le vainqueur de la Ligue des Champions, donc chez l'Espérance de Tunis, et bien finalement, cette finale de Supercoupe aura lieu à Doha, au Qatar. Ainsi, on a décidé la CAF. Le Raja sur tous les tableaux, le Raja qualifié pour les quarts de finale de la très lucrative Coupe Zayed au bout du suspense et des tirs au but face aux Égyptiens d'Al Ismaili. En Europe, bien sûr, la dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Ça y est, nous avons les 16 qualifiés pour les huitièmes de finale. Et le dernier qualifié, c'est Lyon, auteur d'un match nul sous la neige à Kiev face au Shakhtar. Et le spectacle promet d'être très beau en février 2019. Après cette longue présentation, Actu oblige, permettez-moi les amis tout d'abord d'accueillir Walid Regragui, l'entraîneur du FUS de Rabat et accessoirement, mais vraiment accessoirement consultant de club pour les matchs de Ligue des Champions. Walid, c'est un petit peu notre Dembélé à nous. Il vient rarement, mais quand il vient, il est efficace. Moi, je suis à l'heure par contre. Oui, il est à l'heure. En plus, c'est le premier arrivé ici dans les studios de Média TV à Rabat. Reda Alali, bonsoir. Bonsoir les amis. Nous, on vient de Casa, donc c'est un petit peu plus loin. c'est un petit peu plus loin. Moi, je viens de Tanger, c'est encore plus loin. Non, c'est plus loin. Avec le TGV, ça va plus vite. Ça va plus vite, effectivement. Alors, lui, j'ai découvert qu'il n'était pas, mais alors là, pas du tout, il ne sait pas ce que je vais dire, hein, pas du tout rancunier. Amine Rahmouni qui revient sur ce plateau après toutes les attaques de la semaine dernière quand le Raja était là. Et on a encore la photo. Qu'est-ce que tu penses de cette photo déjà? Elle est formidable. Non mais déjà bonsoir tout le monde. Je peux t'assurer que si j'étais rancunier, ça serait fini avec un coup de boule dès la première saison entre toi et moi. Je ne sais pas qui l'aurait donné. T'es pas Zidane. Ouais, mais bon, peut-être pas Zidane, mais ça serait mal terminé effectivement. Mais je salue le travail de votre infographiste. Il n'a aucun talent. Moi, je trouve que la photo, elle est très belle. Mes amis, on va commencer d'abord par cette grosse info du jour, mais plutôt de la fin de journée. Le Maroc n'est pas candidat à l'organisation de la CAN, en tout cas, n'est pas officiellement candidat à cette organisation, de cette Coupe d'Afrique des Nations, alors que depuis des mois, on dit, avant même que la CAF ne retire l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, que ça allait atterrir au Maroc. Finalement, le Maroc n'est pas officiellement, ne l'a jamais été et ne veut pas l'être. Oui, ce qui provoque chez moi, perso, de réactions relativement mitigées. La première, que je suis très déçu parce que j'aurais adoré avoir une CAN. On va quand même rappeler que la dernière fois qu'on l'a organisée, c'était en 88 à Casablanca, enfin au Maroc, je veux dire. Casarabat. Casarabat, effectivement, deux groupes. Donc Et je suis aussi... Le lapsus révélateur, le Maroc du football se limite à Casablanca. Encore. Tu es tellement comme ça, tu le dis. Tu n'as relevé que ça. Non, parce qu'à Casablanca, j'ai été la CAN. Attends, excuse-moi. Pourquoi Non, point technique. Moi, j'ai vu une demi-finale Algérie-Nigeria. Oui. Dans la CAN 88 à Rabat. On devait être 10 au stade. J'ai fini mon intervention. Moi, j'ai vu un Cameroun. En même temps, quand on fait Maroc-Cameroun à Casablanca, forcément, il y a plus de supporters. C'est normal. C'était un énorme match. Moi, j'ai fait Maroc-Cameroun à Casablanca. On était facilement 100 000 dans un terrain qui peut en contenir 30 000. Maintenant, la deuxième réaction, c'est que je suis à la fois donc, déçu qu'il n'y ait pas de CAN, mais aussi un petit peu rassuré parce que je pense que ce que ça avait suscité comme réaction à travers notamment l'Afrique, je choisis 2-3 mots au hasard, beaucoup de prétentions de notre part, beaucoup de... Oui. Voilà, donc je pense que c'est très bien aujourd'hui qu'on ne se déclare pas du moins candidat pour l'abriter. Maintenant, il faut le dire clairement, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation de dernière minute, parce qu'on va quand même rappeler que pour l'instant, il n'y a aucun pays qui s'est proposé et qu'il faudra bien la tenir quelque part, cette CAN.
Donc voilà, on n'est pas encore candidat, mais bon, je dis que... On n'est pas encore, le Maroc ne sera pas candidat. Les voies du football africain sont impénétrables. Ce qui est sûr, Amine, ce qui est sûr, c'est que le Maroc n'est pas candidat et ne le sera pas. Oui. Ne le sera Après, pas parce ce qui peut arriver. Ne le sera pas parce que le vendredi prochain, c'est la fin de dépôt des candidatures. Oui. Maintenant, on peut demander au Maroc, aujourd'hui et aux dernières nouvelles, qui ne sont pas du tout officielles non plus. Il y a le Ghana aussi qui dit qu'il est peut-être, qui peut organiser pour dépanner la CAN cette compétition, alors qu'il sort dans le Congo. Non, c'est fini avec le Congo. Le Ghana qui sort d'une Coupe d'Afrique des Nations féminines. Le Ghana qui a plein de stades. Il reste aussi l'Afrique du Sud. Pourquoi pas aussi l'Égypte? Parce que l'Égypte a dit on n'est pas intéressé tant que le Maroc est en course. Aujourd'hui, le Maroc n'est pas en course. Réaction Reda. Oui, comme Amine, je suis un petit peu déçu. Enfin, de ne pas avoir de fête de foot africain. J'ai deux choses à rajouter par rapport à ce qu'il a dit. Il y a plusieurs options. On sait que, effectivement, contrairement à ce qui a été dit, le Maroc, effectivement, n'a pas été candidat. Mais il est vrai que le Maroc se positionnait comme étant une solution de repli au Cameroun. Ce n'est pas une vue de l'esprit que de l'affirmer. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Par contre, deuxièmement, une réflexion un peu connexe, cette Coupe d'Afrique à 24 va avoir beaucoup de problèmes, va créer beaucoup de problèmes, il y a peu de candidats, ça va être compliqué à organiser. Je ne sais pas si c'est finalement une bonne idée. Voilà, je sais pas si c'est finalement une bonne idée, avec une CAN tous les 2 ans et à 24 équipes. Oui, est-ce qu'on ne risque pas très vite de se retrouver avec une espèce d'usine à gaz où les candidats feront défaut tout simplement? Voilà. Alors, il y a une différence entre dire on ne veut pas écraser l'Afrique de notre arrogance parce qu'on a pris effectivement beaucoup de choses depuis les 2 ou 3 dernières années, depuis que la FRMF actuelle, dans sa version actuelle, travaille. Et version B, on se met en position de repli. Je pense que le Maroc ne pourra pas non plus snobber l'événement s'il venait être sollicité par la CAF en l'absence de candidats comme étant une solution de repli, ce qui permettrait à tout le monde d'avoir à la fois une bonne option pour la CAF qui n'en a pas tant que ça, et en même temps de garder un peu le respect des autres candidatures si elles ne se manifestent pas. Voilà, donc pour ce dossier, on va y revenir bien entendu très prochainement, dès le prochain numéro de le club, quand on verra un tout petit peu plus clair, puisqu'il y a cette date butoir, cette date de vendredi prochain, minuit, où tous les pays intéressés devraient déposer leur candidature. Et aussi la Supercoupe d'Afrique, autre dossier un peu moins chaud que la Coupe d'Afrique des Nations pour la Confédération africaine de football. La CAF qui a décidé de délocaliser cette Supercoupe entre le Raja et l'Espérance de Tunis à Doha. L'équipe de l'Espérance de Tunis n'est pas d'accord, a dit qu'elle allait recourir au TAS, mais finalement, la décision officielle est tombée, ça se jouera à Doha. Ben oui. C'est une info, je ne pense pas qu'on puisse analyser quoi que ce soit là-dessus. Ça ne paraît pas très juste, effectivement, par rapport à cette équipe tunisienne qui est championne d'Afrique. Maintenant, je pense que c'est peut-être pas... Voilà, c'est pas très grave, c'est tant mieux pour nous. C'est tant mieux pour nous, on le prendra comme ça. C'est pas très grave. Ouais, c'est comme ça. Les voies du football africain sont impénétrables, encore une fois. Non, après moi, sincèrement, ce genre de super coupe, que ce soit en Europe ou en Afrique, c'est sur un match, j'ai même du mal, sincèrement, je te dirais en toute transparence, toute franchise, j'ai même du mal à comprendre qu'on les mette dans un palmarès comme si c'était une coupe, c'est un match, c'est bon, voilà. L'Atlético Madrid n'est pas supérieur au Real parce qu'ils l'ont battu sur un match en plein été. Voilà, le trophée, il est là. C'est la deuxième plus belle coupe africaine, la plus grosse étant la Ligue des Champions. Et voilà, ensuite il reste un match de prestige qui se fasse au Qatar, à domicile pour les Marocains, il faut le dire. N'est un avantage pour le Raja, ils vont en profiter. Pourquoi il n'y a pas de Tunisiens au Qatar? Tu vas voir. Tu as décidé qu'il n'y avait pas de Tunisiens au Qatar? J'ai décidé d'attendre le match et on verra ensemble. La démographie étant ce qu'elle est, je suis d'accord avec lui, effectivement, je pense que le Raja jouera à domicile. Et tu gardes la séquence. Je la garde. Tu la gardes le on, là. On jouera. Que le Raja jouera à domicile. Alors que le même monsieur on jouera à domicile avait, avant la finale retour de la Coupe de la CAF, espéré, on va dire, une non-victoire. Écoute, je peux accepter pendant 3 ans
ta mauvaise foi manifeste. Il l'a dit ou mais pas? ta malhonnêteté. Je finis ma phrase. Oui, Ta malhonnêteté dans la voiture, il dit intellectuelle. pire. Non, non. Mais la voiture, Nous disons pire. c'est pas Moi, j'exige des caméras embarquées. Nous disons pire. Non, je dois parce que j'ai été pas mal. Non, ta malhonnêteté intellectuelle, c'est plus possible. Oui. Je n'ai jamais dit que je voulais que le Raja perde, parce que je suis pas fou déjà. J'ai dit que ça me ferait pas forcément plaisir que le Raja gagne. La nuance, non. Il avait dit- non, Ah, La mais nuance, ça change tout. Oui, la nuance est Je veux très pas que le importante. Raja perde, mais je veux pas que le Raja gagne. Non, j'ai jamais dit ça. Ça n'aurait pas Non, non. dérangé qu'il perde, Ça m'a- mais non, il même était pas malheureux qu'il gagne. Non, je dis juste qu'aujourd'hui, en tant que sympathisant de l'autre équipe, je fais valoir mon droit à une certaine neutralité et même à que ça soit un non-événement pour moi. Je ne dis pas que je veux que le Raja perde. D'ailleurs, quand le Raja a gagné, j'ai appelé mon ami Reda. Il a été le premier. Non, mais très sérieusement. C'est quelque chose que je défends depuis toujours. J'estime que ce qui fait le charme de ce football-là Je demande, et de ce sport-là. Je vais demander à notre réalisateur, pendant que tu finis. Que tu n'écoutes pas, mais c'est pas grave. Non, qu'on remette la photo. Voilà. Voilà. Juste pour illustrer un petit peu de Mettez la ce que tu photo. es en train de raconter. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, Oui. ce qui fait le charme de ce sport-là, c'est justement de l'antagonisme qui nous sépare. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas me demander en tant que Wydad d'être heureux que le Raja gagne, tout comme je suppose que quand le Wydad a gagné la Ligue des Champions, Reda il n'a pas fait la fête jusqu'à 4h du matin. Certainement pas. Non, mais en même temps, je me suis pas embourbé dans des explications. Il y a elles sont très Tu es en claires. train de t'embourber, c'est Non, ça le mes problème. non, Tu auras du mal à me trouver dans ce genre de- dans Mon ce- explication est claire. Et mon explication est claire. Je ne veux pas que le Raja perde, mais je ne suis pas forcément content qu'elle gagne. C'est très clair. Et cette photo-là est un collector. Elle est magnifique. Oui. Tu devrais essayer la politique. Donc tu On a- veux on n'a rien Non, compris- merci. on n'a rien compris à ce que tu as dit. On a- Il a été bon, il a été bon. De lui, je peux l'accepter, mais de toi, c'est tragique. En tout cas, je voudrais qu'on Il parle malhonnête aussi intellectuellement, d'une mais autre compétition très très importante, vraiment, la Coupe arabe, la Coupe Zaïd, en tout cas importante par le chèque qu'elle peut ramener au Raja de Casablanca. Le Raja a beaucoup souffert. On avait eu un mauvais Raja sur ton première période hier. C'est bizarre d'avoir, que ce soit sur l'aller ou le retour, des matchs, que ce soit, parce que bon, même si date, on se rappelle de ce match Ismaïli Raja en Égypte, des matchs qui donnent l'impression d'être ouverts, avec vraiment des occasions et des équipes qui arrivaient au but, et finalement avoir 2-0-0 comme ça, qui se dénouent au pénalty. Voilà, j'avais l'impression qu'il y avait la place pour prendre des buts, marquer des buts. Et finalement, voir ce scénario, sincèrement, je ne m'y attendais pas par rapport à la physionomie des deux matchs, quoi. En tout cas, le Raja est Maintenant, toujours on va en quand même- compétition, on va- et c'est très très important. En tout cas, les dirigeants Mais vous l'avez joué, la responsables Coupe du Raja arabe, parce que les espèrent gens- aller les gens- le plus loin possible, et ça peut être une solution à quelques problèmes financiers. pour le Raja Ouais, de on va Casablanca. rappeler les Reda, price money, en 7 tant que millions. tu vois ça comme un titre ou comme une manne financière, toi? Non, Pas comme une manne financière, bien Une manne entendu. financière, c'est pas un titre. Je vais te dire, si ça avait été en Europe, cette coupe n'existerait pas. Oui. Tout simplement parce qu'elle n'est pas reconnue par la FIFA. Et pourquoi elle n'est pas reconnue par la FIFA? Parce que la FIFA ne reconnaît pas Ouais, les compétitions ethniques. entre guillemets ethniques. Voilà. ouais. Sinon, vous imaginez les dérives Oui, bien auxquelles on sûr. peut arriver. Voilà. Donc c'est une compétition qui est dotée de 7,5 millions de dollars pour le vainqueur, 4 millions pour le finaliste, 500 000 dollars pour les demi-finalistes, qui a pris 40 clubs. 2,5 millions pour les demi-finalistes, non? On parle de 2,5 millions. 500 000. Moi, j'ai dit 2 500 millions, 000. 40 clubs qui ont été sollicités. Je peux vous garantir qu'une compétition comme ça, sur n'importe quel autre continent que l'africain, l'asiatique, n'aurait pas été tolérée par la FIFA, parce qu'on ne peut pas accepter, quand on est l'organisateur du football mondial, d'avoir une compétition qui sollicite 40 clubs, qui soit aussi richement dotés et qui échappe à son contrôle. Et sur 2 confédérations. Et sur 2 confédérations. Asiatique. Et d'ailleurs, il y a une phase de poule. Nous, on a fait le tour préliminaire en Arabie Saoudite sur une semaine. Voilà. Il y avait 3 matchs et on Deuxième. n'a pas perdu, mais on perd au goal average d'un but. D'ailleurs, c'était pas vraiment intéressant parce qu'à l'arrivée, c'est joué au goal average. On a gagné un match 8-0, un autre 5-0. Et en fait, ce qui nous départage, on joue les Égyptiens. Et ça on- rend la et compétition on fait, très on fait intéressante. 1-1 contre les Égyptiens. En fait, la qualification, c'est joué sur les buts contre les plus faibles équipes. Ouais. Et je crois que les Égyptiens ont gagné 9-0 et nous, on n'a gagné que 8. Donc, on n'a pas regretté de la faire. C'est une bonne expérience. Après, comme vous l'avez bien dit, c'est d'abord financier. Après, l'avantage qu'il y a et le désavantage, c'est quand tu vois le price money de la Champions League, il est plus intéressant de jouer la Champions League arabe que la Champions League africaine Oui, aujourd'hui. mais la Champions League arabe, regardez le fameux G20 ou G14 que veulent faire les Européens, les Arabes sont en train de le faire. Parce que c'est une coupe arabe, ou la coupe Zaïd, enfin je ne sais même pas comment il faut l'appeler, La Coupe Zaïd où le arabe. champion du Maroc n'est pas invité. Ouais. D'accord. Puisque c'est
Tanger, pardon, et ils ont invité. C'est pas vous qui avez briefé un petit peu les organisateurs de cette coupe en disant non, le foot, c'est juste il y a beaucoup de cynisme dans leur démarche. On n'a pas ton poids. Là où je ne suis pas d'accord avec Walid, ni même avec Rada sur cette coupe, c'est que j'estime quand même qu'elle a réuni 40 ou du moins au moins 30 belles équipes. Donc c'est l'occasion, effectivement, au-delà de la Ligue des Champions, de faire se rencontrer deux confédérations mais différentes. l'expérience de Walid, très, très belles pour moi, équipes. elle décrédibilise quand tu vois le complètement plateau, cette compétition. Effectivement, au-delà du simple prix financier, c'est quand même des allers-retours avec des équipes costaudes. Les meilleures équipes égyptiennes, les meilleures équipes tunisiennes, les meilleures équipes algériennes que tu n'as pas forcément. Moi, je vois par exemple sur une Ligue des Champions classique, tu rencontres combien de très grandes équipes? C'est-à-dire des équipes historiques. 2-3. 2-3, tout cas, c'est tout le parcours. Alors que là, tu peux avoir effectivement 4-5 confrontations, mais véritablement. Ah ouais, de très belles affiches. Avec des stades pleins. Ah oui, quand même. Et beaucoup d'argent. Et des conditions sympas. Et des conditions sympas. Et parce que moi, précisons-le, parce que même si ça nous fait mal à notre patriotisme audiovisuel, une belle réalisation. Parce que hier, non mais c'est vrai, hier quand tu allumes la télé pour le Raja Ismaili et que tu vois des vues aériennes de Casablanca, des drones, la mosquée éclairée, Zartoni et compagnie, je suis désolé, ou bien les caméras suspendues, voilà, on voit ce que ça peut donner quand il y a plus d'argent. Et on voit que c'est faisable surtout. Oui. Miracle. Dans le stade qu'on connaît par cœur, qu'on a filmé depuis des années. On n'a jamais filmé comme ça, effectivement. Les amis, on ouvre maintenant la page d'une autre compétition très très lucrative aussi et très relevée, la Ligue des Champions. On va d'abord commencer par le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui était en difficulté, le fameux groupe de la mort finalement. Et comme on le voit sur le titre, Paris a fait tomber le Maracana, le fameux stade de Belgrade où l'équipe ne perd pas, où Liverpool est tombé et Paris a outrageusement dominé cette rencontre, victoire 4-1, donc ils leur ont mis 10-2 sur l'ensemble des deux matchs. Tout le monde attendait le Paris Saint-Germain sur ce match pour voir ce qu'ils avaient un peu dans le ventre, s'ils étaient capables justement d'avoir l'équipe pour voyager à l'extérieur dans des conditions difficiles. Ouais. Ce qu'ont pas réussi à faire Liverpool et Naples au Maracana, Paris l'a fait. Après, moi ça ne me surprend pas non plus, parce que quand on voit le match aller, on voyait qu'il y avait 2 classes d'écart entre les deux équipes. Après, on voit que le public, ça peut aider, mais quand tu as Neymar, tu as Mbappé, Cavani, à un moment donné, ils te facilitent les choses. Mais ils ont souffert, le deuxième mi-temps, le premier quart d'heure, c'était à un moment donné compliqué. Mais pour moi, le premier tour de la Champions League, c'est pas là qu'on voit les grosses équipes. On les verra plus au mois de février. Mais en tout cas, ils ont marqué leur territoire. Je pense qu'ils vont faire peur à beaucoup d'équipes, le PSG, grâce à ce match-là. C'est un match plein quand même. Ouais, bien sûr. J'ai regardé un peu entre Liverpool, Naples et ce PSG, et on voyait que ce PSG était solide, qu'il n'avait pas... Bon, en tout cas, il était sûr de lui, pas beaucoup de choses à craindre de ce déplacement qu'on annonçait terrible et difficile. Non, mais la vérité, Gilles, ce qu'on dit, le Maracana, ok, mais c'est des joueurs qui ont joué devant 80 000, qui ont joué devant des stades qui sont, je pense, plus hostiles. Donc, et en plus, contre une équipe qui jouait pour rien non plus, qui n'avait pas leur qualification en jeu. Ouais. Donc voilà, il ne fallait pas non plus... C'était bien pour vendre, mais ils étaient au-dessus, le PSG. Et voilà, il aurait fallu vraiment un jour sans pour le Paris Saint-Germain pour ne pas ramener quelque chose de là-bas. Il faut aussi rappeler que le PSG sort d'une très belle victoire contre Liverpool. Donc voilà, donc il est resté sur une sorte de nuage au niveau de la Ligue des Champions qu'il fallait juste confirmer à la fin. Là où c'est intéressant pour le PSG, c'est qu'on les voyait au début de cette Ligue des Champions, notamment la défaite à Anfield, on les voyait quasiment éliminés, parce qu'après ils enchaînent par un match pas forcément maîtrisé à Naples. Exactement. Donc c'est sur la fin. À domicile, contre Naples, pardon. Contre Naples 2-2, effectivement. Donc là, on les voyait vraiment au fond du trou. Donc c'est cette façon de revenir. Ça s'est amorcé, il me semble, contre Naples, à Naples déjà. Et par la suite, ils confirment contre Liverpool. Et ils vont gagner ce match 4-1 qu'aucune des deux autres équipes n'a pu gagner. Donc oui, comme tu dis si bien, je pense qu'ils ont marqué de leur empreinte ce groupe-là. Et même la Ligue des Champions à venir. Et en fait, finalement, on se rend compte que ça se joue à l'expérience et que l'entraîneur est quand même pas mal. L'entraîneur, justement, merci pour la transition. Moi, je voulais exactement, comme toujours, faire réagir Walid sur ce qu'a apporté quand même, cette transformation qu'a apporté Thomas Tuchel à cette équipe du Paris Saint-Germain. On l'annonce très proche des joueurs, un management un peu différent de celui de l'ancien entraîneur, dont j'oublie le nom maintenant, bien sûr. Unai Emery qui brille lui avec... Paul voilà. Comme moi,
exactement, qui brille avec Arsenal. Il y a cette proximité, ce management personnel, mais il y a aussi au niveau tactique des choses qu'il a changées. Par exemple, Marquinhos, qu'il remet un petit peu au milieu de terrain, la disparition pratiquement de Rabiot. Ils sont passés à 3 derrière. Voilà, exactement, ils sont passés à 3. Et on sent l'équipe un peu plus solide. Après, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est un des meilleurs entraîneurs, mais au PSG, et je pense partout en Europe, on va l'attendre en Champions League, pas dans le premier tour. Aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est ce qu'a fait Emery, ce qu'a fait Laurent Blanc, avec un effectif... Ils n'avaient pas des groupes aussi relevés. Je n'ai pas souvenir que Paris soit tombé sur un groupe où ils étaient 3 favoris. L'année dernière, ils n'ont pas passé le premier tour de la Champions League non plus. Par contre, ils sont tombés contre le finaliste. C'est le Naples d'Ancelotti, c'est pas le Naples... Bon, c'était le Naples de Sarri aussi. C'est le Naples de Sarri, c'est pas mal non plus. Non, aujourd'hui, je pense qu'il fait du très bon travail, mais... Aujourd'hui, dans le très haut niveau, ces clubs-là et ces équipes-là, on attend Tuchel pour gagner la Champions League. Donc aujourd'hui, passer le premier tour, c'est bien parce qu'ils l'ont fait avec la manière. On voit qu'il gère bien son groupe. Mais au début, avec Unai Emery, c'était pareil. Tout le monde disait que du bien d'Unai Emery. Même après le match aller contre le FC Barcelone, tout le monde disait Emery, il a trouvé la faille. Et quand ils ont pris la remontada, derrière, c'était le plus nul entraîneur. Wait-and-see, en tout cas, c'est un bon entraîneur. Pour le moment, il fait l'unanimité. Mais dans sa manière de gérer cette équipe avec des stars, on disait souvent quoi, Tuchel, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait Tuchel, il vient d'où? Est-ce qu'il a déjà eu à gérer des joueurs du calibre de Mbappé, de Neymar, de Cavani? Mais ça se passe plutôt bien, voire même très bien. Et les joueurs, les premiers qui l'appellent. Quand il a fallu mettre Mbappé sur le banc parce qu'il arrive en retard, Mbappé et Rabiot à la causerie, il l'a fait. Ouais. Et voilà, oui, je pense qu'aussi c'est un entraîneur. C'est un gars à qui on a reconnu beaucoup de qualités footballistiques quand il était en Allemagne, mais à qui on a aussi reconnu beaucoup de qualités managériales à Dortmund. La manière de gérer le cas Aubameyang, la manière de gérer le cas Götze. Donc c'est un bonhomme, voilà, quoi. C'est un bonhomme qui a fait ses preuves, même humainement, avec ses joueurs. Donc après, je pense que c'est très difficile aussi de réussir à Paris. On a eu tellement de grands noms qui se sont succédés. Je pense que voilà, quand tu as eu du Ancelotti, tu as eu du Emery. Ça veut dire quoi réussir à Paris? Gagner la Ligue des Champions. Voilà, tout simplement. Non, peut-être pas gagner. Non, au moins dans le dernier carré. Non, voilà, c'est aller un cran plus haut que ceux qui ont. Voilà. Pour l'instant, Paris, c'est le quart. Les demi-finales. C'est le quart. Donc aller jusqu'en demi-finale, c'est réussir pour l'instant Paris. C'est pas dit qu'il y arrivera ou pas. Hein. Non, juste une petite question à Walid, pour une fois qu'on a quelqu'un qui dit pas de bêtises. Non, mais qui pratique le foot plutôt que d'en parler comme nous. C'est la grande mode, là, les 3 défenseurs centraux. On a vu, ça a commencé il y a 4-5 ans avec Conte en Italie. Enfin, ça existait avant, mais là, ça revient en force. Tu peux nous dire... Même le Raja le fait. Oui, tu peux juste... Il y a des modes comme ça dans le foot, il y a des... Nous, on est passé à 3, nous, depuis voilà, l'année dernière. C'est pour ça que je pose la question, le FUS, à part le FUS, en général, disons, qu'est-ce que ça t'apporte de passer à 3 centraux? Il faut avoir deux latéraux qui soient bien, qui aient un gros volume, qui ont un profil spécial. Quand tu as ces 2 latéraux comme tu les veux et les 3 centraux, qu'est-ce que ça apporte cette organisation? Quels sont les avantages? En fait, les avantages et les inconvénients, c'est que déjà, tu as une plus grosse solidité défensive parce que dans l'axe, tu as plus de monde. Après, tu es beaucoup dépendant. Le problème que tu as de ce système-là, tu es beaucoup dépendant de tes 2 joueurs de couloir. Ouais. Aujourd'hui, c'est rare de les trouver. Nous, par exemple, dans notre club, on a tâté sur ça. Mais après, moi, c'est surtout par rapport à la défense à 3, c'est surtout pour assurer d'abord l'équipe parce que tu es plus solide. Si tu n'as pas 2 gros défenseurs centraux, tu as une infériorité numérique. Même pour sortir le ballon, tu as plus de possibilités en jouant à 3. Après, il y a la mode de 3-5-2, 3-4-3. Nous, on joue 3-4-3 pour ne pas perdre nos 2 offensifs dans le couloir. Et après, c'est du travail parce que c'est un système, s'il n'est pas bien rodé, tu peux rentrer dans de grosses difficultés. Donc, mais tu as besoin aussi, les 3 devant doivent beaucoup défendre pour venir aider les surtout ton milieu de terrain, parce qu'ils sont... Non, même ton milieu de terrain, parce qu'il ne reste qu'à 2 au milieu. Donc, si tu n'as pas un bloc qui est bien compact, tu es dans des difficultés. Après, contre des équipes, nous, on l'a par exemple mis contre le Raja, parce qu'on savait qu'il ne fallait pas leur laisser beaucoup d'espace. Ça fonctionne. Après, quand tu dois faire le jeu, il faut des joueurs de couloir pour faire la diff. Le Raja t'a fait du 8-2. Ouais, 3-4-3, ça ne fait pas du 8-2, mais ça fait du 3-4-3. Pas loin, hein. Tu mets le but et ensuite tu cadenasses derrière. En fait, Après, tu es dépendant beaucoup, en fait, en gros aussi dans le 3-4-3 ou ta défense à 3, tu es dépendant de tes 3 centraux. Ça dépend ce que tu veux. Est-ce que tu veux vraiment défendre, comme vient de le dire Amine? Si tu veux reconstruire, que tu as 3 bons techniciens en défenseurs centraux, tu peux te régaler. Aujourd'hui, à Paris, entre Kipembe, Marquinhos et Thiago Silva,
Plus Non, Verratti devant eux ou Marquinhos. C'est plutôt Kerrer, Thiago Silva, Kimpembe en à tout cas, gauche. il tourne, il y a Et Marquinhos Verratti, aussi. ouais. Ça te donne la possibilité Marquinhos. pour sortir le ballon et puis ça te libère tes Neymar et Mbappé et Cavani pour attaquer. Je pense que c'est le système qu'il fallait pour Paris. Après, je pense qu'ils tâtent parce qu'il leur faut un deuxième milieu de terrain. Parce que si tu es contre une équipe de très haut niveau, ils peuvent prendre l'eau aussi. Et l'équipe du Paris Saint-Germain qui se qualifie donc pour le prochain tour, tout comme Lyon, c'est le deuxième représentant français. Il s'est qualifié il y a quelques instants après un match nul dans des conditions dantesques, avec bien sûr une égalisation de Fekir. On va revenir sur les autres rencontres de cette Ligue des Champions dans un très très court instant dans la seconde partie du club. À tout de suite. Bienvenue les amis dans cette seconde partie du club. Hier, on a vu aussi un autre match franchement magnifique. De toute façon, quand on va à Anfield Road, quand on regarde des matchs qui se disputent sur la pelouse du stade mythique de Liverpool, souvent on n'est pas déçu. Mais hier, quelle intensité, quel match exceptionnel. Je dis shukran Mohamed Salah, obrigado Alisson. On va expliquer pourquoi. C'était vraiment le match le plus attendu et il a tenu toutes ses promesses. Oui, tu sais, en général, quand tu as des équipes qui jouent en rouge, c'est toujours formidable. Ça aide. Et oui, Salah, ben voilà, merci Salah. C'est pas très inspiré, mais bon, mais il fallait que je la sorte, je suis désolé. Non, ce marasme. C'est ta revanche, c'est ton émission. Après l'émission du Raja la semaine dernière, lâche-toi. Ce qu'il y a de plus rouge sur ce plateau, c'est Oujro. C'est mon surtout en ce moment. Ouais, laisse-moi me rattraper au blanc. Non, mais sérieusement, oui, cette équipe de Liverpool fait plaisir parce que je suis pas je suis pas un Liverpoolien effréné, mais cette équipe-là, on l'aimait avant parce que beaucoup Salah, mais déséquilibrée. Cette équipe, c'est ce que je dis avant, l'an dernier, mais un peu déséquilibrée. Cette équipe aujourd'hui a l'air parfaite. Ils ont recruté le gardien qu'il fallait. Ils ont blindé toute la défense. Van Dijk fait une saison extraordinaire, donc il a tenu la baraque. Et même devant, les trois, ils sont trop forts. Encore, ça finit à 1-0, c'est pas très cher payé quand on voit ce que Mané a vendangé. Ouais. Mais voilà, quand tu as ce bloc équipe, cet entraîneur, on a l'impression qu'il a été fait pour cette équipe. Oui. Donc il n'y a pas de raison que cette équipe-là ne cartonne pas. Et c'est un vrai plaisir de l'avoir joué. C'est vertical, ça va toujours devant, ça ne s'arrête pas. C'est un vrai bonheur, honnêtement, même quand tu n'es pas fan de Liverpool, je suis de verre. On connaissait Jürgen Klopp, formateur. Enfin, c'est comme ça qu'il s'était distingué à Dortmund. On connaissait même Jürgen Klopp. Ne pas hésiter à libérer ses stars tellement il était obsédé par les profils un peu explosifs, un peu particuliers. Il a libéré Coutinho sans problème. Comme à Dortmund, il avait vendu toute l'équipe qui avait fait la finale 2013 contre le Bayern. Et là, on le découvre un peu manager au sens anglais du terme parce que ces deux recrutements-là, ils sont brillants. Excusez-moi, mais Van Dijk, dès l'intersaison, dès le mercato d'hiver, il a tout stabilisé. 70 millions d'euros quand même. Ouais, mais trop cher pour et bon, là, il fallait pas non plus avoir le nez très brillant pour voir qu'il y avait un problème de gardien. Entre Mignolet et Karius et Mignolet, ouais. Alors attention, parce que Liverpool, quand on regarde bien tous les matchs, sont moins brillants que l'année dernière. Salah, même s'il a des bonnes statistiques, il reprend. Oui, mais on a quand même l'impression qu'il y a plus de déchets. Oui. Firmino est peut-être un peu en dessous. Firmino, il est perdu. Même Mané est moins décisif devant. Mais en même temps, on parle de la meilleure défense d'Angleterre. Voilà, et ils sont leaders devant City, dont tout le monde loue le titre. Et ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Quitte à passer par ce forceps-là d'une espèce de finale. Quand Salah, et moi je pense sincèrement qu'il va retrouver son niveau, et si possible dans le bon moment qu'a décrit Walid, c'est-à-dire vers avril. Là où se gagnent les titres. Oui. En Angleterre, ça risque même de se gagner un peu avant, vers le Boxing Day, etc. Il y a quelque chose dans cette équipe de très différent de l'année dernière, de beaucoup plus mature. Ils savent gagner les matchs où ils ne sont pas bons. Je parle du championnat. Et il y a une promesse d'amélioration quand on voit ceux dont sont capables les trois de devant. Et pour moi, ils sont encore en dessous de ce dont ils sont capables. Alors que ceux de derrière, parce que le foot est là, on donne la parole aussi à Walid. Quand même, le fait d'avoir investi autant d'argent et d'avoir reconstruit une défense, parce que c'est ce qui leur a coûté l'année dernière la Ligue des Champions. C'était la super idée à faire, parce qu'il y avait, franchement, devant, il n'y avait pas grand-chose à faire. Ils ont ramené Keita, c'est une déception, mais à part ça… Fabinho de Monaco. Ouais, Fabinho, ouais. Après, aujourd'hui… Liverpool, ils sont sur la lignée de ce qu'ils ont fait l'an dernier.
C'est vrai que Salah a été un peu moins bien là. Il revient très bien. Ils sont premiers en championnat. C'est vrai, tout le monde parle de City, mais eux, ils sont dans leur rythme de croisière et ils jouent moins bien et ils sont devant. Voilà. Après, la meilleure défense. Parce que c'est la défense qui change. Qui change toute la donne. Ouais, mais l'inquiétude que j'ai, c'est qu'à l'extérieur, en Champions League, sur leurs 3 matchs, ils n'ont pas gagné un match à l'extérieur. C'est vrai. Mais par contre, ce qui est extraordinaire, sur les recrutements, juste pour terminer, on a parlé des grosses stars qu'ils ont payé très cher, mais il y a des très bons coups qui sont faits. Un mec comme Robertson, par exemple, il est incroyable. Arrière gauche. Il est extraordinaire. Il est petit, il est écossais, il s'appelle Robertson. Donc c'est compliqué pour lui. Non, mais il faut dire ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette équipe. Parce que quand on voit ce football anglais, on est frappé par une chose, c'est l'intensité. C'est incroyable, ça ne s'arrête pas. D'ailleurs, on l'a vu sur le match contre Naples, c'est fou. Hein. On a l'impression que c'est des vagues rouges qui tombaient. Mais je trouve que là où ils sont meilleurs cette année que l'an dernier, peut-être l'expérience et le fait de jouer ensemble, c'est qu'on a l'impression qu'à chaque vague, ça peut faire occasion de but. Ouais. Honnêtement, c'est-à-dire que ça bute rarement sur la défense où ils arrivent tout le temps ou presque à se mettre. Anfield. C'est un truc de fou. Liverpool, c'est spécial. En position de frapper et de mettre un but. Ouais, après, il cadre ou il cadre pas comme Mané qui cadre pas d'ailleurs sur la remise. On en parlait, la remise de Salah là, en retrait quand effectivement c'est incroyable qu'il cadre pas ça. Mais tu as l'impression qu'à chaque attaque, ça peut faire but potentiel. Et l'un des enseignements, Walid, qu'on retient de cette phase de poule 2018-2019, justement, c'est nouveau, c'est 4 sur 4 pour l'Angleterre quand même. 4 clubs engagés, les 4 ils sont au deuxième tour. Mais sauf que là, on a l'impression qu'ils sont un tout petit peu plus solides, excepté le Manchester United. Oui, mais Liverpool, ils passent à la dernière journée et ils gagnent parce qu'ils gagnent leurs 3 matchs à Anfield. Moi, mon inquiétude que j'ai avec les équipes de Première Ligue, c'est que leur championnat, il est très usant. Ouais. Ils lâchent beaucoup d'énergie. Ils sont sur un autre système de jeu parce que c'est tout pour le spectacle. Si on veut voir du spectacle, c'est la Première Ligue. Et quand ils arrivent en Champions League sur des matchs aller-retour, où là on le voit, hier ils arrivent à prendre Naples dans un rythme de Première Ligue parce qu'ils sont capables de marquer de tous les côtés. Et ils ont failli se faire avoir en toute fin de match. Voilà, mais à Paris, je ne les ai pas vus attaquer comme ça. Je ne les ai pas vus avoir autant d'occasions. Même à Naples, c'est différent. Donc, sur des matchs aller-retour, tous jouera chez eux pour les Anglais. Sur Anfield, tu parlais d'Anfield. À un moment, on parle de foot au quotidien, parce que les matchs ont lieu au quotidien. Mais l'histoire des équipes, l'histoire des clubs et un peu l'ADN des équipes, elle est importante. Liverpool, l'Europe, c'est important. D'ailleurs, Brendan Rodgers avait été... il avait quasiment signé sa disgrâce le jour où il s'était pointé au Real Madrid avec une équipe B. C'est-à-dire le jour où Liverpool était revenu en Première Ligue, en Ligue des Champions, que tu arrives dans le grand Santiago Bernabéu, tu mets Gerrard sur le banc parce que tu n'y crois pas et parce que tu es quasiment déjà éliminé. C'était très mal passé. Quand le club se met dans cette configuration, les grandes soirées, ils font appel à toute une culture qui existe, on peut parler de la dernière, mais on peut parler de celle d'avant, où en Europa League, ça finit avec un 4-3, si vous vous rappelez, contre Dortmund, qui était phénoménal. Et c'est vrai que cette année, je suis d'accord avec toi, l'ordre des matchs sera très important et on a vraiment l'impression en match à élimination directe, comme pour les clubs marocains en Coupe d'Afrique, c'est vrai, le retour à domicile sera très important. Et là, ils sont deuxièmes, donc ils vont voyager pour le retour. Rapidement, on a beaucoup parlé de ce match de Liverpool. J'ai décidé d'être très sympa avec toi ce soir. Non, parce que c'est bien ce que je dis. Mais ce joueur qu'on voit à l'écran, Had Koulibaly, c'est un défenseur incroyable. Il est monstrueux. Il est monstrueux. On a beaucoup. Dommage, il est à Naples. Mais le match. C'est le fameux joueur qu'a convoqué, que voulait convoquer Didier Deschamps. Quand on s'est rendu compte. Ce joueur-là, il est. À part sur l'action où il se fait prendre de vitesse par Salah. C'est ce que j'allais dire. Après, ça peut arriver. Mais sur l'ensemble du match, et les matchs contre Paris, et les matchs contre Liverpool à l'aller, ce joueur-là, il est monstrueux. Moi, je voulais vous parler aussi d'un autre joueur monstrueux, mais vraiment monstrueux. Il s'appelle Ousmane Dembélé. Alors lui, il va rendre fou. Alors là, il va rendre fou le Barça, les dirigeants du Barça, les coéquipiers au Barça, les supporters du Barça. Ousmane Dembélé, il avait un retard de 2 heures sur une séance d'entraînement. Ça coûte 100 000 euros. L'entraîneur, 100 000 voire même plus, Valverde, finalement, parce que déjà, il en passe en premier coup d'essai, a décidé de le titulariser. Qu'est-ce qu'il fait Dembélé? Un but d'anthologie. Est-ce que d'abord, toi, tu comprends la décision de Valverde? En plus, il a fait tourner, il a fait Messi. Oui, mais il aurait pu faire tourner en ne pas convoquant Dembélé déjà. Déjà, c'est un investissement pour le Barça.
qu'on le veuille ou non, c'est quand même... On a acheté quoi, dans les 160 millions 140, ouais, donc c'est un investissement qu'il va falloir quand même rentabiliser, donc c'est pas un retard qui va les empêcher de rentabiliser. Et on n'est pas à son premier truc. Et puis je pense qu'au quotidien, ils connaissent le football, tout le monde sait que c'est un talent, c'est un des meilleurs talents français, tout le monde le sait. Il a des défauts, c'est ce que je dis, s'il était brésilien, peut-être qu'on lui pardonnerait peut-être plus le goût de la fête, mais tant qu'il va mettre des buts, on va tout lui pardonner. Le problème avec Dembélé, c'est même pas la fête. C'est juste, c'est pas quelqu'un, c'est pas... Cette génération, de toute façon, ils sont plus branchés, comme on en parlait tout à l'heure avec toi, PlayStation, voilà, une hygiène de vie, en tout cas une nourriture pas très équilibrée pour un footballeur de haut niveau, et un entourage, ça arrive souvent, un entourage pas très... On a quand même l'impression que cette histoire d'hygiène de vie et de diététique, elle a 10-15 ans, parce qu'il faut juste revenir à 15 ans auparavant, les stars, mais ça partait dans tous les sens, les Zidane et compagnie, même avant dans le football anglais, ça mangeait pas forcément, ça fumait, ça buvait, ça faisait tout sauf avoir une hygiène de vie de footballeur. J'ai l'impression que ça a commencé avec la génération d'avant Ronaldo et ce qui a suivi. Mais bon, ça n'empêche pas le temps. Parce qu'aujourd'hui, le rythme des matchs, il ne te permet plus d'avoir ça. Tu joues tous les 3 jours, tu as des matchs de Champions League qui te pompent de l'énergie. Tu as des matchs tous les week-ends, tu vas en sélection. Tu vas me dire que si tu n'as pas d'hygiène de vie, moins intense que le football anglais des années 80, 70, 80 Mais tu avais moins de matchs. Non, à part le nombre de matchs, tu as aussi le phénomène des réseaux sociaux des réseaux sociaux et disons aujourd'hui tu ne caches rien. Dembélé est en retard, il n'y a aucun moyen que ça ne sorte pas. Voilà. Avant c'est vrai que exactement. Ça le savait aussi. Dembélé ou je ne sais pas John McLaughlin, attaquant de Stoke City, va passer une soirée jusqu'à 4h du matin. Il est dans 50 photos. Tous les tabloïds le même il y a 20 ans. Et aurait été discrètement couvert par son club. Et ça force aussi les clubs à réagir. Ouais. Parce qu'une fois que c'est sorti, que tout le monde est au courant, soit tu sors la matraque pour avoir l'air de maîtriser ton affaire, et ça devient plus difficile, y compris pour les managers. Parce qu'il y a je sais pas, comment tu gérais, toi, un Dembélé, un bonhomme qui a ce talent, enfin, je veux dire l'équivalent au Maroc, et qui, en même temps, est incapable d'arriver à l'heure. Tu fais quoi? Tu décales les entraînements pour il a eu ça. Non, mais sérieusement, après, tu sanctionnes forcément parce que tu as une vie de groupe à gérer, que tu ne peux pas permettre ce genre de Parce que les 22 autres, ils vont dire pourquoi nous, on va se lever à 8h du matin pour aller s'entraîner si lui, il va jouer à la fin. Comme le sien et qu'il est jeune, comme il l'a dit Valverde, et comme l'ont dit tous les joueurs, il faut l'aider. Et puis l'aider, c'est lui expliquer, c'est l'accompagner. Alors, est-ce qu'ils vont lui mettre un chauffeur? Peut-être pendant un mois, parce qu'ils ont les moyens. Barcelone, qui va l'attendre, qui va y frapper à la porte, qui va l'emmener pendant un mois. Ils peuvent le faire. Ça coûtera moins cher à Dembélé que les 100 000 euros. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il le fait au Barça. Avec cette pléiade de stars planétaires. Le gars, Messi vient à l'heure et pas Dembélé. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. J'ai l'impression que Dembélé a tué 4 chats avec un fusil à pompe. Non, il ne s'est juste pas réveillé parce qu'il a joué à la PlayStation très tard le soir. Pas plus, quand j'entends il faut l'aider, c'est pas des gros problèmes de drogue et des problèmes de... C'est pas la première fois, là, il est en train de les collectionner. Il est en train de les collectionner. Il s'est pas réveillé parce qu'il a trop tardé à jouer avec sa play. Il n'y a pas non plus mort d'homme. Non, il n'y a pas mort d'homme, il faut l'aider, il faut lui mettre un chauffeur, il faut lui mettre une nounou, il faut lui mettre un... La vérité, c'est qu'il a raison, Amine. Ça fait un débat sur toutes. Moi, j'ai suivi un débat sur toutes les chaînes de télé espagnoles et qui reprochent même des fois à Valverde le fait qu'il a été un peu trop compréhensif avec lui. D'ailleurs, Valverde, en rigolant hier, quand il dit qu'est-ce que tu penses de Dembélé, il dit il a fait un match extraordinaire. Le problème, c'est qu'on a un entraînement demain matin. Non, mais attention, tu as dit quelque chose rapidement tout à l'heure. Tu as dit comment vont le prendre les autres joueurs de l'équipe. Moi, je vais te répondre. Je vais te citer un exemple concret de la Coupe du Monde 86 où Diego Maradona sortait tous les soirs avec la bénédiction du groupe. C'est-à-dire que Valdano raconte qu'il était en pyjama. Là, tu parles de justement, Maradona. Je finis. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Si on parlait là, si c'est Messi qui faisait ça, on peut le comprendre. Là, on parle d'un jeune de 20 ans et qui est en train... Mais je crois que ni toi ni moi... Peut-être Walid, il le comprendra. Moi, je suis incapable de le comprendre et nous-mêmes qui avons des métiers normaux. Mais je crois qu'on a du mal à comprendre la secousse
coup tellurique qui parcourt le cortex d'un jeune footballeur une fois qu'il est couvert de gloire et d'argent. Et de temps libre. De gloire, d'argent et de temps libre. Je crois que c'est très difficile à comprendre pour des gens qui sommes comme nous avec des niveaux de vie normaux, de comprendre à quel point c'est difficile à gérer quand tu as cet âge-là, ce compte bancaire, c'est 22 heures sur 24. Parce qu'ils s'entraînent combien d'heures par jour? 3 heures, 4 heures? Il t'en reste 20. Il doit passer 4 jours au club. 4 heures au club. Voilà, 4 heures au club, beaucoup de temps libre, beaucoup d'argent, beaucoup de parasites autour de toi, beaucoup de mauvais choix potentiels et un problème énorme, un problème y compris culturel. Je sais pas, donc tu peux comprendre que la PlayStation, t'as moindre mal. Non, mais en plus, moindre mal, bah oui. La vérité, en tant qu'entraîneur, tu préfères avoir un talent comme Dembélé et le gérer pour des retards qu'un joueur qui a des pieds carrés, qui est à l'heure tous les jours. Voilà. Je veux dire, faut pas... Voilà, ça c'est bien dit. On va parler de deux autres joueurs. Je voudrais bien que ce retard refuse. Ne viens pas, viens. Ils viennent qu'au match. Les amis, il y a aussi 2 autres joueurs, les plus grands joueurs du siècle, Ronaldo et Messi. Et Cristiano Ronaldo a mis au défi son éternel ancien rival, Lionel Messi. Il l'invite à le rejoindre en Italie. Ronaldo qui rappelle, lui, il l'invite tout en rappelant, moi j'ai gagné en Angleterre, moi j'ai gagné au Portugal, moi j'ai gagné en Espagne, ce qui est loin d'être le cas de notre ami Lionel Messi, qui ne sort pas de sa zone de confort. Simone Rovera, notre consultant pour le football italien, nous en parle. Les messages de Cristiano peuvent être lus aussi comme presque une provocation à Messi. D'un côté, il lui dit « Viens jouer en Italie », de l'autre, il dit « Pour moi, la vie, c'est un défi. Moi, je suis sorti de ma situation de confort. Moi, j'ai joué au Portugal, en Angleterre, en Espagne et en Italie. Lui a toujours joué en Espagne. Messi se trouve bien, je le respecte. Mais pour moi, si tu veux venir, viens, ce sera un bel défi pour toi. » Donc, il fait comprendre que première chose, il se trouve très bien en Italie, il se trouve très très bien à la Juve, il utilise des mots extraordinaires pour les groupes, le club et ses coéquipiers. Mais de l'autre côté, il rappelle à Messi qu'il a toujours été extraordinaire, mais toujours dans le même championnat, toujours dans la même équipe, toujours dans le même club. Et donc, pourquoi pas lui lancer un défi? Est-ce que tu as le courage? Est-ce que tu as l'envie de tout changer comme j'ai fait plusieurs fois? Donc, on peut le lire comme ça, comme une invitation, mais aussi un petit piqûre de rappel. Toi, tu restes à Barcelone, moi, je gagne partout. Et si jamais Ronaldo faisait les grands chefs-d'œuvre de sa carrière, faire gagner la Ligue des Champions à la Juve, peut-être qu'il aurait raison. Voilà, de dire à Messi, toi, tu restes chez toi, moi, je gagne partout. Toi, tu restes chez toi, moi, je gagne partout. Il y a quelque chose de touchant chez Ronaldo, je trouve. Moi, ce bonhomme me fascine. Tu vois. Autant on a l'impression que Messi, bon, il n'y a pas grand-chose sous la carapace, autant Ronaldo, il y a une énorme blessure narcissique, que le bonhomme, il est sans arrêt en train d'essayer de il lui manque. Et son rival, non mais il lui manque. Son rival lui manque. Son rival lui manque. Il se sent seul parce que il est. En résumé, Messi. Est-ce que c'est pas le Real aussi et l'Espagne qui lui manque? À qui on compare Messi? Messi, quand on fait des débats, les gens font des débats. Est-ce que Messi est plus fort que Maradona? Mais Ronaldo, on fait des débats sur Ronaldo, c'est plus fort que Messi. C'est la réalité. Donc Ronaldo, pas de chance, il est tombé sur Messi. Ouais. Et on a l'impression qu'il doit le sortir pour se comparer. C'est des paroles en l'air. Et jamais Messi va aller dans une équipe italienne. Et on ne voit même pas financièrement à laquelle pourrait se payer. Impossible. Impossible. Mais je trouve ça touchant de voir quelqu'un à qui son rival lui manque. Sérieusement, ce bonhomme mériterait un film, quoi. Parce que une statue, il en a déjà une. Ah non, elle est loupée. Moi, je suis d'accord avec lui. C'est touchant. Voilà, il y a un côté psychologique à analyser, parce qu'effectivement, moi je rejoins tout ce que dit Reda, effectivement, parce que honnêtement, cette sortie de Ronaldo n'est vraiment pas lieu d'être, quoi. Le gars est en Italie, il gagne bien, il joue avec la Juventus, il cartonne avec la Juventus. La Ligue des Champions est ouverte par rapport, tu vois, on sent qu'il y a un passage. Il n'y avait vraiment aucun intérêt à intégrer Messi dans cette interview. Et c'est ce qui sort de cette interview. C'est une interview qu'il a accordée aux 3 quotidiens
quotidiens, parce que comme monsieur il a pas trop le temps, donc il a réuni les 3 quotidiens espagnols, italiens. À moins que ça soit un coup de communication génial génial avec un message subliminal derrière. Non, il est sincère. Alors s'il est sincère, c'est que c'est vraiment pathologique. Honnêtement, c'est pathologique. Non, c'est pas pathologique, c'est humain. Peut-être qu'il lui manque véritablement. C'est humain. Et il y a un côté humain chez Ronaldo, y compris dans son narcissisme, son obsession des statistiques. Il y a un côté humain qui est fascinant. Son histoire est fascinante. Oui, le côté humain de Ronaldo est beaucoup plus prégnant que celui de Messi, par exemple. Bah oui, bien sûr. Mais c'est important. Au-delà du simple talent footballistique, même le côté humain, tu vois effectivement dans le parcours, dans les sorties, mais Messi ne dit rien, Ronaldo dit tout, quoi, limite. Et surtout. Même ses célébrations disent qui il est. Ouais. Même ses célébrations disent qui il est. Alors on peut être agacé par le côté narcissique, un peu égoïste, un peu centré sur lui-même, un peu arrogant. Il est même dans le jeu, c'est le personnage. Voilà. Mais en même temps, sincèrement, ce bonhomme est intéressant dans la façon dont il s'est construit. Parce qu'il a raison. Regarde son CV. United, Sporting rapidement. United, Real Madrid, Juve. Je veux dire, c'est du sérieux, quoi. C'est ce bonhomme-là, quand il va en Italie, qui a les préparations d'intersaison les plus horribles de la planète, et qui se tape le foncier en plein mois d'août, alors qu'il pourrait être au Los Angeles Galaxy ou à Red Bull New York tranquillement. Juste rester au Real. Oui, non. Il n'est pas dans la recherche de la facilité. Moi, sérieusement, on peut le retrouver encore dans 5 ans au top niveau. Moi, j'ai appris c'est possible. Non, mais aujourd'hui, nous, il faut qu'on dise merci. Surtout notre génération. On a vu Maradona. Oui. On a vu surtout vous, les vieux. Non, mais on a vu les plus grands joueurs qui peuvent exister de l'histoire. Et on a de la chance. On est en train de voir pendant 10 ans. Mais c'est ça qui est incroyable. En même temps. Qui se battent ensemble. Et Ronaldo aujourd'hui, qu'on le veuille, mais c'est un extraterrestre. Hein. Bien sûr. Parce qu'au niveau talent, Messi, on est tous unanimes. C'est un extraterrestre. Mais l'autre, par le travail. Et par ses challenges, il arrive quand même à mettre le doute, à se dire, et lui, c'est ça qu'il veut envoyer comme message, c'est de dire, peut-être vous dites que c'est le plus talentueux, mais moi, je suis peut-être le plus fort parce que j'ai joué partout. Ouais, et c'est ça qu'il veut envoyer. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, et je suis encore là. Et je pense que c'est ça qu'il veut envoyer. C'est plus facile de raconter des histoires à deux que tout seul. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est plus facile. Quand tu as les jeunes qui arrivent, tu dis, bon voilà, tu as un super talent, tu peux être Messi. Et c'est deux personnages tu peux diamétralement opposés qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Si tu arrives à travailler comme Ronaldo. C'est Federer. C'est Federer, Nadal, c'est Prost, Senna, c'est même McEnroe, Lendl. C'est l'histoire du sport. Voilà, exactement. Mais il y a une phrase, je ne sais pas qui l'a dit, c'est un champion, c'est un homme ordinaire avec une volonté extraordinaire. Voilà, ça va super bien à Ronaldo. Ronaldo qui, d'ailleurs, dans cette même interview, annonce plein de projets à l'avenir. Il va encore gagner des titres. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ce gars peut jouer encore 3 ans, 4 ans. Oui, c'est certain. Mais après, quand tu es talent ordinaire, moi, je me rappelle du premier match qu'il fait. Non, un homme ordinaire avec une volonté extraordinaire. Un talent ordinaire. Je me rappelle du premier match qu'il fait avec le Sporting, c'était sur une préparation estivale, match amical contre Manchester. C'est là où ils le prennent d'ailleurs, c'était un mois de juillet. Oui. Je me rappelle très bien ce match, je l'ai vu en direct. Tu voyais très clairement qu'au niveau talent, il dépassait les 21 autres personnes sur le terrain. Ah non, mais c'est un talent. Déjà, il avait 17 ans et demi, même pas encore 18 ans. T'arrives pas à ce niveau, il n'avait pas ce physique, il n'avait pas ce charisme, mais il avait déjà un talent incroyable. Il a mis la misère à l'équipe de Ferguson, je me rappelle très bien. Ils l'ont signé dans la semaine. On a l'impression aussi. Vous apprécierez quand même le talent de scout de Amin Rahmouni, qui est en plein été, tu vois. Dans Manchester United, Sporting, qui n'est sûrement pas passé à la télé d'ailleurs. Une équipe qui joue en rouge, une équipe qui joue en vert. Voilà, exactement. Ça, je regarde, tu vois. Tu sais pourquoi? C'est que ce mois de juillet, fin juillet, j'étais à Marrakech, il faisait 62 degrés à Londres. Donc tu peux être que dans ta chambre en train de regarder le foot. Et là, tu as vu des rouges contre des verts. Là, j'ai vu Manchester contre Sporting. T'es un peu fatigué. Walid, on a l'impression aussi que Ronaldo a du mal à tourner la page réelle. Parce qu'à chaque fois, il est en train d'envoyer des messages quand il dit la Juve. Alors là, la Juve, c'est une famille. Les joueurs, ici, l'ambiance n'a absolument rien à voir. Que le 3-0 qu'ils ont pris aujourd'hui, comme le 3-0 contre Eibar, lui a fait plaisir. Bien sûr. Je te le garantis. C'est comme l'amoureux et conduit qui se délecte des échecs de celui qui l'a conduit. C'est un orgueilleux, c'est un compétiteur. Donc lui, il est content et il veut leur envoyer un message. Vous avez fait l'erreur de me laisser partir. Walid, tu as vu l'interview de Koscielny post-Coupe du Monde, il vous dit j'aurais voulu que la France ne gagne pas la Coupe du Monde parce qu'il était blessé et qu'il n'y est pas allé. Qu'il n'y est pas allé. Mais ce qui est intéressant avec Ronaldo, c'est que toutes ces espèces de petits accès de narcissisme et de machin, ce qui est génial, pourquoi j'aime beaucoup observer ce bonhomme, c'est qu'il les dit, il les assume.
et il les pose. C'est-à-dire quand Benzema marque le péno que lui a loupé, il est tellement centré sur lui-même. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, il ne peut pas faire de comédie. Il n'arrive pas. Je suis content, pas content. Il n'arrive pas. Voilà, il n'arrive pas. Il y a le mérite de l'honnêteté et de lever le voile sur les discours convenus qu'on a l'habitude. Oui, l'équipe, c'est ce qui est plus important. Le Real, c'est une grande famille. De toute façon, maintenant, je suis le premier supporter. Non, ça l'énerve. Il est très heureux qu'il perde. Et son fantasme total, je vais te le dire, c'est une finale Juve-Real où il met un triplé avec la Juve, évidemment. Et la Juve soulève la coupe. Et là, mon ami, tu vas voir littéralement Ronaldo. Et avec un super retourné. Tu vas voir l'ego de Ronaldo littéralement exploser sur l'écran de toute la télé du monde. Tu es d'accord avec moi que c'est plus facile de dire des choses quand tu gagnes 30 millions d'euros net par an que tu es Ronaldo, que tu as déjà tout gagné et que tu es dans la position où est-ce qu'il est. Ah non, tu ne peux pas me dire sans arrêt, on ne peut rien dire parce qu'il y a trop de sponsors, et en même temps, on peut tout dire qu'on a de l'argent. Oui, mais au niveau de sa carrière, c'est-à-dire que maintenant, il est plus en fin qu'au début. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la porte ouverte à tout ce qu'il peut dire. Non, il a toujours été comme ça. Je pense que. Il a toujours été un peu narcissique et il dit les choses. Oui, non, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que pour comprendre la personnalité aujourd'hui de Ronaldo, il faut revoir le parcours du bonhomme. Il est né à Madère, famille très pauvre, père alcoolique, qui d'ailleurs a été emporté par l'alcool. Il arrive à Lisbonne où c'était pas du tout évident pour lui. Il y a toujours ce petit complexe du portugais aussi, surtout en Espagne. Il en parle lui-même, il est le premier à en parler. Quand il prend son prix pour le Ballon d'Or l'an dernier, c'est là où il fait la déclaration pour dire, je crois que c'est pour le Ballon d'Or ou notre trophée, où il dit en fait, où il rappelle sa condition de portugais. Et comment ça a été dur, justement, en tant que Portugais, de s'affirmer et d'exister et de gagner, et que ce n'était pas forcément toujours bien vu, et qu'il a fallu batailler pour ça. En même temps, moi, ce genre de discours un peu, tu vois, sincèrement, tous les gars des favelas brésiliennes, c'est pas un peu brillant. Je veux dire, les Uruguayens, Suarez, quand tu t'intéresses à porter comme un étendard le fait de venir d'un quartier difficile ou populaire, je pense qu'il y a les 3/4 des équipes qu'on a en Ligue des Champions aujourd'hui ont ce genre de profil. En général, c'est des profils, tu vois, il faut une certaine rage de vaincre. Et en général, ça se joue dans les quartiers populaires, le football. Et que ce soit en Afrique, puisque on parle de Ligue des Champions, les Africains, les Mané et compagnie, Salah, quand tu regardes son parcours. Par contre, ce qu'on ne peut pas lui retirer par rapport à tout cela, c'est qu'il a tout gagné et il a toujours faim. Il y en a dès qu'il gagne un peu, lui, il faut le disséquer. Et ça sera, les amis, le mot de la fin, la sagesse de Walid Regragui. Tu reviens nous voir en février. Hein. On sait que tu as un programme très, très, très chargé pour la reprise de la Ligue des Champions. Merci beaucoup, Walid. Merci, Reda. Merci, Amine, d'être revenu malgré tout. Pas malgré tout, je n'étais pas malade, je ne suis pas invité. Il faut dire les choses et la vérité aux gens. Les amis, c'est la fin de cette édition du club. Merci à Driss Ba, son réalisateur, à toute l'équipe technique. On va se retrouver, Inch'Allah, mercredi prochain. Ciao.